La SND30 n'a plus de grands secrets pour le public de sa organisation gouvernementale, pour les téléspectateurs des différentes chaînes partenaires, puisque depuis le début de cette 10e édition, presque tous les aspects liés à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 ont été évoqués. La vision globale du gouvernement, l'industrialisation, la croissance, les investissements, les ressources humaines, le secteur public, le secteur privé. Tous ces éléments ont pratiquement été abordés au cours des différentes conférences qui ont été données, avec une place importante dans le cadre de la mise en œuvre et la gouvernance des structures étatiques et privées. L'aspect fondamental qui n'a pas été évoqué jusque-là est celui lié à la place du citoyen. Pour parler terre à terre, et nous, dans cette affaire de la SND30, où est notre place? C'est cette thématique qui va être abordée ce jour avec le professeur Abane Ngolo Patrick Edgar. Il est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire des universités, chef de division des affaires juridiques au ministère de l'Enseignement supérieur, directeur du Centre d'études et de recherche constitutionnelle, administrative et financière de l'Université de Yaoundé 2, auteur de plusieurs travaux scientifiques, dont la co-direction récente de l'exception en droit, mélange en l'honneur du professeur Joseph Ouona. C'est donc une tête bien pleine qui va nous entretenir ce jour sur la place qu'occupe le citoyen, cette composante essentielle dont la vision contenue dans ce document socle du développement au Cameroun qu'on a baptisé la SND30. Tout à l'heure, il va se présenter, certainement avec des mots plus justes, mais il prendra le temps également de planter le décor en termes d'exposé relativement au thème qui a été retenu. Mesdames, Messieurs, public, on vous dit merci d'être nombreux, merci aux téléspectateurs. Voici encore les couleurs du Sago. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du Sago. Le Sago doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le Sago était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zah, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au? Ah, ouais, donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé? Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au Sago. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Exact. Ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Our world today is full of uncertainty.
But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le Cameroun en vitrine à travers le Salon de l'action gouvernementale. Depuis le lancement de cette 10e édition, le 25 juillet dernier, les citoyens camerounais se sont massivement déplacés pour venir échanger avec les administrations, les structures publiques et même privées, écouter les différents conférenciers, prendre des notes, poser quelques questions. Et puis finalement, ils ont fini par se demander si l'affaire de SND 30 là les concernait également. Vont-ils seulement subir ? Vont-ils également agir ? Quelle place occupe le citoyen dans la SND 30 ? C'est à cette question que va répondre maintenant le conférencier, le professeur Abane Ngolo Patik, agrégé de droit public, principal et intervenant. Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation du Salon de l'action gouvernementale. Dans votre exposé, on espère on aura cette réponse, le rôle du citoyen dans la SND 30. Vous avez la parole. Merci, monsieur Jean-Jacques Zé, de me passer la parole. Peut-être avant d'entamer mon développement, il convient de dire merci aux organisateurs de cet événement qui ont pensé que j'avais ma modeste place dans le cadre de la vitrine du Cameroun qui est aujourd'hui le SAGO. Il m'a effectivement été demandé de mener une réflexion sur le citoyen dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Et je me suis posé une question d'entame. Est-ce que le citoyen, est-ce que la citoyenneté était quelque chose d'effectif au Cameroun? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Et je pense qu'il y a un commencement de réponse quand je suis votre propos introductif. Il y a également un commencement de réponse quand on regarde les spots du SAGO. L'une des personnes interviewées a eu à dire « le citoyen a à cœur ». Le citoyen a à cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est attendu par le citoyen, mais également il y a une volonté qui est émise par le citoyen. Et vous avez évoqué là notre place. Est-ce que nous avons, nous, une place dans la stratégie nationale de développement ou alors c'est l'affaire des autres, pour ne pas dire l'affaire des gouvernants? J'ai d'abord eu à m'intéresser à l'origine pour essayer de voir qu'est-ce qu'un citoyen. Parce que c'est peut-être là la base. Est-ce que nous tous, nous sommes des citoyens? Et la doctrine appréhende le citoyen comme étant celui qui participe à la vie de la cité et aux activités politiques. Ce qui signifie ici que le fait d'être dans une cité ferait de nous un citoyen, mais peut-être que ce n'est pas cela l'essentiel. On demande également de participer à la vie politique. Il faut peut-être dire que c'est à partir de sa naissance même que le citoyen trouve son essence. Dans sa naissance, on pourrait prendre l'Ancien Régime. Nous sommes là en France. Dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française, 1789, le citoyen était perçu comme étant le sujet. Un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est un réceptacle d'obligations, qui n'a pas de droit, qui n'a pas de privilèges. Et s'il y avait même des citoyens à cette période, c'était quelques-uns, ceux qui étaient dans les classes les plus favorisées. Et avec l'avènement de la Révolution française, on peut dire que la citoyenneté s'est démocratisée, pour ne pas dire s'est libéralisée, de sorte que ceux qui étaient considérés hier comme étant des sujets
sont devenus maintenant des citoyens avec une dimension active dans l'avenir de la société. Le citoyen n'est pas la population. Ça, il faudrait le dire. Parce que toujours la doctrine va faire un distinguo en essayant d'indiquer que pour être citoyen, il faut jouir d'un ensemble faut présenter un ensemble d'exigences. Par exemple, l'âge. Dès que je dis vie politique, il faut pouvoir participer à la vie politique. Or, on sait, pour le cas du Cameroun, que pour participer à la vie politique, il faut avoir 20 ans. C'est à partir de 20 ans qu'on est, par exemple, électeur, où on a cette condition qui est disposée dans notre ordonnancement juridique. On peut également parler de la nationalité, parce que tout le monde peut être au Cameroun. Mais il faut encore avoir la nationalité du Cameroun. Voilà des éléments qui permettent d'indiquer ce qu'on pourrait appréhender par citoyen. Nous pensons que citoyen est plus proche du peuple. Parce que le peuple, ici, a une représentation et une dimension politique. Et n'oublions pas que dans l'appréhension de ce que c'est qu'un citoyen, on dit que c'est celui qui participe à la vie politique. Notre Constitution parle du peuple quand on évoque la souveraineté, pour dire que la partie dormante, mais également agissante, la partie vivante de la population, qui a une existence juridique, s'appellerait le peuple. La citoyenneté a évolué depuis 1789, puisque j'ai essayé de faire valoir son ancrage historique en 1789 en France. Et aujourd'hui, la citoyenneté ne se résume plus simplement au national. On a d'autres espaces de la citoyenneté. Là où c'est plus avancé, quand on parle du droit communautaire, en Europe, on parlera de citoyenneté communautaire. La CEMAC essaye, mais ce n'est pas totalement achevé, puisqu'il y a encore des formalités qui sont, par exemple, exigées. On va vous demander d'avoir quand même un passeport pour aller au Gabon, au Tchad. Vous devez avoir un passeport, vous devez même avoir un visa, même si les conditions d'obtention sont plutôt souples. C'est dire que si je prenais l'exemple de l'Union européenne, on pourrait parler de citoyenneté communautaire avec de nombreuses implications. Vous verrez par exemple un Français être candidat aux élections locales en Espagne. Nous avons des exemples célèbres là-dessus. Nous avons aussi de plus en plus, et avec l'essor de la décentralisation qui s'est constitutionnalisé, ce qu'on appelle la citoyenneté locale. Voilà, je pense, les trois espaces que nous pourrions présenter comme étant les lieux de déploiement de la citoyenneté. Le citoyen s'y retrouve avec des dimensions différentes. Mais alors, dès qu'on a parlé des citoyens, on se demande la stratégie nationale de développement 2020-2030, c'est quoi? On a donné l'espace 2020-2030. C'est en réalité notre politique publique nationale. Dès qu'on a parlé de stratégie nationale de développement, on pense encore au document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui a été remplacé par cette stratégie qui indique comment le Cameroun va se développer. Et j'ai voulu prendre, dans la vision 2035, donc le document SND est un élément activateur, un extrait qui est plutôt, de mon point de vue, important. Il y est dit qu'il s'agit de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. La diversité, c'est qui? Ce sont les composantes sociologiques. L'unité, c'est qui? Ce sont les composantes sociologiques. La démocratie, c'est quoi? C'est la participation de ceux qui en ont l'habilitation à la vie politique. C'est dire que nous avons là un combinatoire qui permet déjà d'appréhender la place qui semblerait être accordée aux citoyens comme étant un maillon central. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure, je l'ai bien aimée, vous avez parlé de fondamental. C'est-à-dire que nous avons là une composante essentielle qui devrait participer à la définition de l'avenir de la nation. La question qu'on devrait alors se poser est plutôt simple. Au regard du dispositif de la SND 30, quelle place y occupe le citoyen? Et les sous-questions, est-ce que le citoyen a sa place? Est-ce qu'il est pris en compte? Si oui, quel est le rôle du citoyen dans cette stratégie gouvernementale?
J'ai eu à parcourir ce document volumineux. Je pense que vous l'avez indiqué ici. Les Camerounais qui sont venus au SAGO ont pu découvrir ce que c'est que cette stratégie, cette SND. Et j'ai parcouru, j'ai pris des extraits, je vais vous lire un petit florilège d'éléments qui m'ont semblé plutôt essentiels pour voir la place que l'on concède aux citoyens dans notre stratégie nationale de développement. L'ensemble de nos concitoyens afin de faire du Cameroun un pays moderne et socialement avancé. La réappropriation de la citoyenneté et du patriotisme. Favoriser l'apprentissage et la maîtrise des cultures par les citoyens. Promouvoir les valeurs républicaines, en l'occurrence le patriotisme, la solidarité et la méritocratie. Amélioration du rapport entre l'État et les citoyens. Éducation et promotion du civisme, de la citoyenneté, du vivre ensemble et de l'intégration nationale. La citoyenneté et le patriotisme économique. Amélioration de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Introduction du vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger. Effectivité des droits reconnus aux citoyens. Tous les citoyens ont des droits. Les représentants des citoyens, l'accès des citoyens à l'information publique, former des citoyens enracinés dans leur culture et respectueux de l'intérêt général. Voilà un florilège. Vous constatez que citoyen revient plusieurs fois, mais également il y a une large portée qui est accordée à ce dernier. Dans la réflexion, j'ai également perçu que la stratégie nationale de développement n'était pas un document isolé, parce que les politiques publiques s'adossent très souvent sur des textes. Les textes juridiques ici qui nous ont intéressés sont ceux qu'on a considérés comme étant prémonitoires, préparatoires à ces stratégies, mais on a aussi des textes qui viennent après. J'ai voulu ici, pour mieux valoriser ce citoyen qui a une place fondamentale dans notre stratégie nationale de développement, j'ai voulu prendre en compte la loi portant régime financier de l'État. Nous avons un code de gouvernance, et j'ai voulu également prendre le code général des collectivités territoriales décentralisées. Et quand vous faites un combinatoire, vous réalisez qu'effectivement, il est disséminé dans l'ensemble de ces textes des dispositions qui mettent en avant le citoyen. C'est un acteur central. Pour peut-être résumer ma pensée, j'ai vu en le citoyen deux visages. Le premier visage ici est d'indiquer que c'est un acteur privilégié. Et le second visage est de dire que c'est un porteur de responsabilité. Vous voyez là qu'on pourrait effectivement penser que le citoyen est un réceptacle des attentions publiques. Si je prends le premier pan, qui est de dire que c'est un acteur privilégié, je pourrais prendre l'image du sport. Nous aimons bien le football et nous n'allons pas souvent au stade. Et avec le contexte Covid, nous avons pu assister à des compétitions, on demande de rester à la maison et vous regardez à la télé. Et à cette occasion, on a effectivement l'image de ce que c'est qu'un spectateur, à la différence de ce que c'est qu'un acteur. L'acteur, c'est celui qui agit. L'acteur, c'est celui qui est au cœur de l'action. Si nous devons présenter le citoyen comme étant un acteur, c'est parce qu'il y a des agissements pour le citoyen. Ces agissements pour le citoyen proviennent déjà du système de représentation. C'est la démocratie. Dès qu'on évoque la citoyenneté, dès qu'on parle du citoyen, on évoque la démocratie. C'est même dire que la stratégie nationale de développement est un paramètre qui met en place ou qui aide à confirmer qu'il y a démocratie au Cameroun. Parce que déjà, le vocable citoyen s'y retrouve. Je dis encore que le citoyen est différent du sujet. Dès qu'on dit citoyen, c'est que vous avez des droits, vous n'avez pas que des devoirs. Et ce sont même souvent les droits qui sont mis en avant. Dès que vous dites « je suis citoyen camerounais », vous êtes en train de revendiquer un statut. Vous revendiquez quelque chose. Le citoyen participe à la vie politique et le citoyen, dans le cadre de la participation de cette vie politique, va par exemple jouir du droit de vote.
Ce droit de vote est une dimension qui est plutôt importante parce qu'elle va permettre à ce dernier de désigner les représentants. Le citoyen désigne les représentants car dans toute république, le pouvoir émane du peuple. Et je l'ai indiqué, le citoyen, c'est un élément du peuple. Les citoyens rassemblés constituent le peuple et c'est le peuple qui a une dimension active dans la théorie constitutionnelle. Ne dit-on pas que la République, c'est encore la res publica, la chose publique, c'est-à-dire la chose de tout le monde. Et donc, à travers la notion même de citoyenneté qui est présentée dans notre stratégie nationale, on met fin à l'idée de patrimonialisation. C'est une idée plutôt ancienne qui indiquait que le pouvoir appartient aux uns, les biens appartiennent aux uns et les autres sont là pour parler comme les Camerounais, pour les accompagner. Mais au regard de cette stratégie nationale, on dit amélioration, on dit participation, on donne un rôle au citoyen. Le citoyen est peut-être un réceptacle, mais le citoyen a le droit de s'exprimer. Et dans le droit de cette expression, il a déjà le droit de choisir, c'est-à-dire de désigner les représentants, ceux qui vont permettre un développement du pays ou gérer les affaires publiques. Dans la stratégie nationale de développement, j'ai bien aimé également que l'on mette en avant le terme gouvernance. Et là, ils ont bien tranché parce que souvent on dit bonne gouvernance comme si il y aurait une mauvaise gouvernance. De manière consubstantielle, la gouvernance ne peut être que bonne. Et dès qu'on dit gouvernance, ça signifie qu'il y a des obligations qui incombent aux gouvernés à l'avantage aux gouvernants à l'avantage des gouvernés. Il faut donc voir cela ainsi. La stratégie nationale de développement impose aux gouvernants de voir comment les intérêts des gouvernés sont gérés, de mettre en avant les gouvernés, de tenir compte des gouvernés, parce que d'ailleurs, je l'ai dit, c'est la démocratie représentative, les gouvernants tiennent leur mandat des gouvernés. On pourrait également, dans le cadre de cette stratégie nationale, mettre en avant l'introduction du vote des Camerounais de l'étranger. Cela a été proposé et le code électoral l'avait même déjà réalisé. Donc c'est une forme de conservation, de consolidation et de prolongement de ces droits qui sont donnés aux Camerounais de l'étranger, on appelle ça la diaspora souvent, de participer à la gestion des affaires publiques par la désignation des gouvernants. Il s'agit également de s'intéresser aux prérogatives. Il y a des prérogatives qui existent du fait même de la citoyenneté dans notre stratégie nationale de développement. La jouissance de droits civiques, c'est une prérogative. Et dans les développements que nous faisons depuis le début, on essaie d'indiquer qu'être citoyen, c'est avoir des droits. Il y a les droits ordinaires, mais il y a surtout les droits civiques qui, à l'intérieur, intègrent les droits politiques. Le droit d'être candidat, le droit d'aller voter, le droit d'être éligible sont des éléments qui sont postulés par la stratégie nationale de développement qui parle de cette participation du citoyen à la gestion des affaires publiques. C'est donc la contribution à la gestion de la cité. Je vais peut-être continuer en prenant quelque chose de plutôt simple, la proscription de la discrimination. La proscription de la discrimination. Et la gestion participative ici peut être même directe. Dans cette gestion participative qui est dite directe, on illustrera à partir d'une affaire qui est simple et en référence à l'administration active. C'est une affaire qui a eu lieu en 1994, l'affaire Dame Dongone Mbonzi. C'est une dame qui était originaire du Zaïre, l'ancienne RDC, originaire du Zaïre et qui vient au Cameroun et elle intègre notre ENAM, École nationale d'administration et de magistrature. Logiquement, nous n'intégrons que les Camerounais. Il faut être citoyen camerounais pour être intégré dans nos fonctions publiques. Les non-nationaux, ils sont formés, mais s'en vont officier dans leurs fonctions publiques. En cours de parcours, Dame Bonzingombo devient Dame Dongo, c'est-à-dire qu'elle épouse un Camerounais et elle acquiert de ce fait la nationalité camerounaise. Quand elle sort de l'ENAM, elle demande l'intégration, ce qui n'était pas prévu, mais elle est devenue camerounaise par alliance. Elle demande l'intégration et la fonction publique camerounaise refuse de l'intégrer.
il a fallu qu'elle aille en justice et le juge a effectivement reconnu que ce serait de la discrimination parce qu'elle est devenue camerounaise. C'était indiqué par là que, à travers le fait de la citoyenneté, parce que j'ai indiqué que la citoyenneté est également rattachée à la nationalité, il y a interdiction de discrimination et donc application saine du principe d'égalité des Camerounais devant la loi et devant les charges publiques. Et quand je parlais même de participation directe, le fait de la citoyenneté qui est postulée, je l'ai indiqué dans la stratégie nationale de développement, permet de valider la démocratie directe ou semi-directe à travers le référendum. Le référendum est effectivement prévu dans l'arsenal juridique camerounais et on a déjà utilisé cette technique à un certain nombre de reprises. Et je voudrais peut-être dire qu'ailleurs, même c'est plus évolué puisqu'ils ont mis sur pied ce qu'on appelle les votations. Notre Code général de la décentralisation aurait pu tenir cela en compte. Ça n'a pas été fait. La votation, c'est une forme de référendum qui serait organisé, mais cette fois-ci, au niveau local, on a des expériences en Suisse qui valorisent effectivement ces votations. Mais déjà, nous avons le référendum. C'est un acquis qui démontre que nous n'avons pas simplement le droit de désigner nos représentants, mais nous pouvons directement participer à la prise de décision parce que c'est cela la différence qu'il y a entre l'élection et le référendum. L'élection, c'est désigner les représentants, tandis que le référendum, c'est prendre directement la décision. Cela nous est également reconnu. J'ai bien aimé l'évolution qui est marqué dans notre Code général de la décentralisation, le Code des collectivités territoriales décentralisées de 2019, qui met effectivement en avant le citoyen. Et c'est un esprit global en rapport avec la stratégie nationale. Vous allez voir que le citoyen local, au niveau de la collectivité territoriale décentralisée, a le droit de participer, d'assister, parce que quand je dis participer là, c'est tout autre chose, mais d'assister au moins aux séances du conseil municipal, du conseil régional. Il peut saisir là où il y a le statut spécial, le nord-ouest et le sud-ouest, le conciliateur, l'independent conciliateur. C'est dire qu'on lui donne une place effectivement importante. J'ai également voulu prendre en compte la transparence, parce que pour agir, il faut connaître. Et le principe de transparence est aujourd'hui bien assis dans la démocratie camerounaise, qui impose aux autorités de faire savoir ce qu'elles font. Les citoyens ont droit à l'information, et ceci concerne un peu plus l'information financière, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et dans cette information financière, le processus budgétaire est porté à l'attention et à la connaissance des citoyens. C'est quelque chose qui est mis en place dans notre dispositif juridique, permettant donc de connaître. Et quand on sait, on peut dénoncer. Il y a également cette place, j'aurais pu parler de cela, qui est accordée à la société civile. Mais seulement, et là où il faut insister, c'est que dire qu'on est citoyen, ce n'est pas seulement dire que nous avons des droits. C'est également dire que nous avons des devoirs. Et c'est cette autre partie qui est représentée dans la stratégie nationale, peut-être sous le prisme du patriotisme. J'ai voulu présenter ceci en indiquant que citoyen, c'est être porteur de responsabilité. Et dans ce second pan, dire que citoyen, c'est être porteur de responsabilité, je suis allé à l'étymologie respondere, le fait de répondre, de rendre compte. Le citoyen, c'est quelqu'un qui répond de ses actes. Le citoyen est comptable de l'avenir de la nation. Et si ça se passe mal, ce ne sont pas que les autorités publiques qui sont concernées, ce sont aussi les citoyens parce que ces derniers ont manqué à quelque chose. Et de manière bien visible, il y a les devoirs attachés à la citoyenneté. Ces devoirs attachés à la citoyenneté sont bien formulés dans la stratégie nationale de développement. J'ai pris une formule, la réappropriation de la citoyenneté. Réappropriation de la citoyenneté, c'est une convocation du civisme. Une convocation du civisme, et on parle également de la réappropriation du patriotisme. Toujours dans la stratégie nationale de développement. Ce ne sont pas des termes vains. La promotion des valeurs républicaines, en l'occurrence le patriotisme, la solidarité et la méritocratie. Ce sont là des valeurs qui sont
formulées, qui sont dites, qui sont consacrées, mais ce sont aussi des valeurs qui s'imposent aux citoyens. Ces valeurs peuvent relever d'un discours incantatoire, mais en même temps, ces valeurs ont une dimension, ont une portée juridique à partir de ce que nous, les juristes, nous appelons les obligations. Les obligations ici vont par exemple provenir de l'ordre public. Le citoyen respecte l'ordre public. Le citoyen respecte l'ordre public. Bon, je prendrai simplement la trilogie que beaucoup de juristes connaissent. On va dire qu'il y a la salubrité, il y a la tranquillité, il y a la sécurité. Quand on dit la sécurité, prenons la sécurité routière. Interdit de rouler à plus de 60 km à l'heure. Le citoyen, c'est celui qui, à cet endroit, va rouler à moins de 60 km. Quand vous dépassez les 60 km, ce n'est plus du civisme. Parce qu'il y a un lien citoyen-civisme. Et donc, à ce niveau, il y a ces impératifs d'ordre public qui s'imposent à nous. Le citoyen respecte la tranquillité de l'autre parce qu'il ne vit pas seul en société. Quand vous ouvrez un débit de boisson, vous achetez les appareils musicaux les plus puissants, sachez qu'il y a l'autre à côté. Quand vous êtes en train de prier et que vous vous mettez à crier, sachez qu'il y a l'autre à côté qui a droit à la tranquillité. L'atteinte à la tranquillité est un acte d'incivisme. Et c'est donc dire que quand on nous interpelle à ce patriotisme, on nous dit que nous devons être des acteurs constructifs pour notre société, pour notre État, pour notre cité. Il y a là ces interpellations. Et on aurait même pu aller plus loin dans certains États. La participation politique est une attente tellement impérative que l'on en fait une obligation. Et là, on ne parle plus du droit de vote, qui est facultatif. On parle de l'obligation de voter. C'est un élément à débat, comme on fait le débat aujourd'hui sur l'obligation de se vacciner face au problème que nous avons, la pandémie de Covid-19. Mais le droit de vote est quelque chose qui nous est donné. Maintenant, quand on est patriote, on doit se dire que ce droit de vote se traduit en devoir d'aller choisir nos représentants. Le patriotisme économique est un terme qui revient à plusieurs reprises. Mais c'est quoi le patriotisme économique? Peut-être que c'est consommer local. Mais c'est peut-être aussi une rectitude, j'ai envie de dire, patriotique qui est attendue de nous. Quand je parle de rectitude ici, je regarde à nous qui alignons des enfants pour avoir les prestations familiales et qui allons aligner les enfants de nos cousins parce qu'on va en avoir plus. Je regarde à nous qui ouvrons des boutiques et qui procédons à la fraude fiscale. Je regarde à nous qui importons des véhicules. Vous l'achetez à, je ne sais pas, 3 millions en Europe, mais vous déclarez que vous avez acheté le véhicule à 1 million. Ce n'est pas du patriotisme économique. Et donc, quand la stratégie nationale de développement nous parle de patriotisme économique, c'est dire que nous devons être des contribuables. Nous devons savoir que les charges publiques doivent être prises en compte, notamment par nous. Parce que si nous avons des routes, si nous avons de l'eau potable, si nous avons de l'électricité, c'est peut-être parce que nous payons des impôts. Il faut donc éviter cette fuite devant l'impôt qui serait un acte d'incivisme. On voit donc très bien qu'il y a, à travers le citoyen, cette interpellation au respect d'un ensemble j'aurais pu dire d'obligations, mais puisqu'il y a là des prescriptions parfois souples, je vais plutôt dire de devoirs. Le citoyen, c'est celui qui regarde à ses devoirs. Le citoyen, dans notre stratégie nationale, c'est celui qui respecte les lois et règlements. Et c'est pour cela qu'enfin, il y a ce caractère coercitif qui est attaché au statut de citoyen. Si vous êtes citoyen, attendez-vous à ce qu'il y ait des sanctions parce que peut-être vous avez posé des actes qui relèvent de l'incivisme. Et nous avons là une nomenclature. Vous aurez peut-être nos codes pénals qui vous indiquent que le manquement à ces obligations peut conduire à des sanctions. Je mettrai à l'intérieur la déchéance de nationalité. Vous pouvez perdre votre statut de citoyen camerounais simplement par les actes que vous avez posés. De manière plus souple, on aurait pu parler de la perte des droits civiques. Vous pouvez vous faire embastiller, c'est-à-dire qu'on vous met en prison, vous perdez des droits civiques. Ça existe dans notre code pénal pour ne prendre que ce texte-là. Et
puisque à l'entame, j'ai réfléchi sur la citoyenneté camerounaise. Je pense que celle-ci est en crise. Et la stratégie nationale de développement 2020-2030 a peut-être pour viser de remédier à cette crise, de nous aider à prendre conscience. De nous aider à prendre conscience de ce que nous avons des privilèges. Parce que nous sommes des citoyens. Mais ces privilèges sont accompagnés également d'obligations. Et ces obligations, quand elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à des sanctions. Peut-être pour un peu sourire, le problème du Camerounais, quand on lui dit que citoyen, c'est avoir aussi des devoirs, il va vous dire que je veux bien, mais le diable ne fait que... Et je vous remercie. On applaudit pour le professeur, mesdames et messieurs, pour cet exposé. Professeur, on va ouvrir la partie consacrée aux questions-réponses. On commencera ici et puis on donnera la possibilité au public d'en poser autour de la citoyenneté. Nous savons que M. le sous-préfet s'est profondément retrouvé dans ces éléments. Lui d'ailleurs, merci d'être avec nous. Nous prenons une respiration avant la phase des questions-réponses. Nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel non communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de poser avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions. Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant qu'on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? J'ai fait d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La place du citoyen dans la SND 30, professeur, lorsqu'on vous écoutait tout à l'heure, on a quand même eu l'impression qu'on attend beaucoup, on demande beaucoup du citoyen. On a l'impression que la SND 30 est en train de construire un citoyen qui doit être au pas. Oui, je pense qu'on attend beaucoup du citoyen. Mais je pense aussi que ce n'est pas un citoyen qui est au pas. On attend beaucoup du citoyen parce que déjà ça revient plusieurs fois dans la stratégie nationale de développement, dans le document de référence. On a le citoyen qui revient, le patriotisme qui revient, la société qui revient. Il y a toute cette couture dans la rédaction de ce document qui démontre que le citoyen est au centre de toute chose. Au centre, mais l'impression, nous espérons qu'il ne s'agit qu'une impression, qu'on lui demande, il doit être civique, il doit être il doit payer les impôts, il doit respecter la réglementation, il doit. Oui, bon, quand on dit il doit, c'est dire que le citoyen, c'est quelqu'un qui a des dettes vis-à-vis de la société et de l'État. Je suis peut-être d'accord, parce que l'État nous concède un certain nombre de choses. Mais en même temps, cet État n'est rien sans le citoyen. Je le dis très bien, c'est un rapport où il y a une forme de réciprocité entre le citoyen et l'État qui existe. Le citoyen fait l'État
L'État existe pour le citoyen et le citoyen est redevable de cet État. Je prendrai simplement tous les enfants à partir de, je pense, première terminale dans nos lycées, savent que la définition classique de démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce qui signifie qu'en réalité, c'est le citoyen qui fait. Mais en même temps, on doit faire pour le citoyen. Donc dire au pas, ce serait peut-être penser qu'il y a une forme de rigueur accentuée. Je préfère que l'on prenne cela sous le prisme de la liberté, mais également de la responsabilité. Liberté comme pour dire que vous êtes citoyen, et dans le cadre de cette liberté, on vous accorde un ensemble de prérogatives. Mais en même temps, soyez responsable parce que c'est vous qui êtes là pour bâtir la nation. La nation en attend de vous. Et dans cette construction de la nation, vous avez vu ce patriotisme économique. Vous ne pouvez pas avoir un État construit s'il n'y a pas de patriotisme économique, s'il y a fuite des ressources, si nous ne voulons pas être des contribuables responsables. Même dans le civisme, l'entretien des bâtiments, des infrastructures publiques nous interpelle tous. Quand on dit civisme, quand on dit d'être citoyen, ça signifie, et regardez très bien, il y a une expression qui revient, solidarité, méritocratie. La solidarité ici va démontrer que l'approche de notre stratégie nationale de développement implique une forme d'équilibre. L'équilibre. Ceux qui sont devant doivent tirer ceux qui sont derrière. Et c'est un principe qui est très bien appliqué en matière de décentralisation dans le cadre du principe de péréquation, mais aussi méritocratie. La méritocratie nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes. Et en tant que citoyen, on doit pouvoir atteindre ce niveau. Je pense que si on veut construire une nation forte et être émergent en 2035, il faut commencer par les hommes. Et je pense que la stratégie nationale de développement prend en compte cette composante. C'est pour cela que le citoyen reste fondamental dans cette stratégie. Le citoyen est la finalité du développement. La citoyenneté se développe par le sentiment d'appartenir et d'être bien accueilli dans une nation. Dans ce pays où il est bien difficile d'avoir l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible de construire une citoyenneté solide? Il faut aussi dire que le thème citoyenneté a une dimension théorique. C'est comme si je vous demandais de me montrer l'amour ou l'amitié. Être citoyen, c'est toute une portée. C'est une portée, c'est une dimension non démontrable d'abord. C'est un amour que vous avez pour votre nation. Et quand vous avez un amour pour votre nation, et donc pour votre État, vous devez être tolérant. Quand on dit émergence 2035, c'est la vision. Ça signifie que nous ne sommes pas encore là. Moi, j'aime bien à dire que nous sommes un État en construction et que nous n'avons pas encore une maturité affirmée pour un État. C'est vrai que des collègues vont vous dire que mais c'est depuis 1960. Mais il ne faut pas avoir cette approche qui consisterait à prendre les individus comme étant les institutions. 60 ans pour une institution ne représente absolument rien. Et donc, nous sommes en construction. Étant en construction... Vos contradicteurs prendront des exemples. Hein. Ils vous diront que le Rwanda n'a pas 100 ans. Mais on voit au moins comment ça évolue là-bas. Oui, mais le Rwanda a toute une autre culture. Le Rwanda a toute une autre culture. Et regardez le caractère composite même de notre État. Cet aspect composite fait que le citoyen pourrait être situé, et là je prendrais le pluralisme démotique, qui est une manière de dire qu'il y a de nombreuses composantes dans un peuple, pour dire que chez nous, je pense que notre premier président de la République avait deux leitmotifs. Faire une nation, parce que les entités sociologiques sont nombreuses au Cameroun, et en dehors de faire la nation, il fallait essayer de développer l'État. Et nous n'avons pas terminé de faire la nation. Je pense que nous avons aujourd'hui tout un combat contre le tribalisme que nous effectuons dans la société camerounaise. Et nous avons mis je pense que les gouvernants, je ne parle pas pour eux, ont mis sur pied une commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Ça participe du constat de ce que nous avons encore un chemin à parcourir pour édifier une société unie
Et là, je reprends un terme qui est dans la stratégie nationale de développement, une société unie. Je pense que cette tolérance doit nous amener à voir qu'il y a quand même des acquis. Et je ne suis pas certain que l'acte de naissance soit une difficulté au Cameroun. Par contre, les questions de cadre national d'identité ou de passeport peuvent être agressées, mais pour l'acte de naissance, il y a quand même des éléments positifs. Je ne vais pas vous dire que je suis officier d'état civil, mais je suis un observateur, je ne suis pas candidat. Vous observez bien, on peut le confirmer, parce qu'on a reçu ici le Bureau national d'état civil qui a présenté tout ce qui est en préparation pour améliorer ce côté-là. Avant de passer la parole au public, j'espère qu'il y a quelques questions de ce côté. Je voudrais poser une question qui peut ressembler à quelque chose de mécanique. Après avoir défini le citoyen attendu dans la SND 30, et ça dit qu'on est encore loin de la construction de ces citoyens, qu'on évoque encore en 2021 les questions de civisme, les questions qui paraissent basiques. Est-ce qu'on est déjà avec ce citoyen-là où il faut encore le construire? Ce citoyen se construit, il est projeté. Vous avez des gens inscrits dans la société, vous en avez qui ne sont pas inscrits. Nous avons également des exigences de bonne, je peux dire de bonne moralité. Je peux m'enlever bonne pour dire moralité. Excusez-moi de le dire, mais ce matin, on a insulté ma maman. Je conduisais et il y a eu un problème et un monsieur a insulté ma maman, la pauvre. Ce sont des actes d'incivisme. On insulte nos mamans tous les jours à la poste centrale et partout. Vous comprenez que rien qu'à partir de cet exemple qui est quotidien, il y a encore une grande partie des Camerounais qui peut-être vont atteindre le niveau de rationalité, d'acceptabilité nécessaire de l'autre, de tolérance de l'autre, mais également de civisme avec du temps. Certains y sont déjà, mais c'est également ça, et c'est pour ça que je parlais de solidarité. Il faut tirer. C'est le rôle de l'éducation, c'est le rôle de l'instruction. En route, on répond qu'ils ne sont pas des acteurs, mais sont des conséquences d'un système qui s'est affaissé. Ça ne pourrait pas être le cas, parce que nous avons également dans nos sociétés des gens qui peut-être n'ont même pas d'instruction, mais ont une éducation. L'éducation, c'est à la maison que ça commence. Et là, c'est les parents parfois. Je pense qu'on ne va pas mettre un ministre derrière chaque papa et derrière chaque maman, un policier derrière chaque papa, derrière chaque maman, ou un président derrière les 25 millions de Camerounais que nous sommes. La stratégie nationale de développement, c'est un document de politique publique. Ça veut dire que c'est une interpellation. Et cette interpellation a une visée. Faire que nous contribuons au développement de l'État. En dehors de ce que c'est une visée, je le disais maintenant qu'il fallait prendre cela dans le cadre combinatoire en associant à ce document de politique publique des documents un peu plus durs. Et j'ai pris le Code général des collectivités territoriales décentralisées et nous avons comme cela dans le Code civil, le Code pénal, des dispositions qui démontrent ce que c'est qu'un citoyen, et là je vais ajouter exemplaire. Je n'aurais pas dû ajouter, parce que être déjà citoyen signifie être exemplaire. Bien, question du public. Il y a un micro qui est en circulation. Si quelqu'un voudrait poser une question, allez-y vers le monsieur. N'hésitez pas, c'est le principe de ces conférences. Merci. Je suis monsieur Mba David, architecte de profession. J'ai un CMD numéro 46474 à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, à la classe 41, 44 et 45. Je suis très ému de l'intervention du professeur. Mais il y a une seule chose qui me dérange. C'est comme si l'État, en réalisant le SAGO, veut dire qu'en réalité, il fait ses efforts. Il fait ce qui lui revient de droit. C'est bien vrai. Mais quand je regarde encore très bien, je me rends compte qu'il y a une espèce de parallélisme. L'État travaille, mais il n'y a pas la liaison entre le citoyen et l'État de façon concrète. Par exemple, nous avons l'année dernière réalisé quelque chose de semblable ici. Mais je ne sais pas si le résultat a encouragé l'État avant qu'on continue encore avec le SAGO. Merci pour la question, peut-être une observation. Le professeur répondra tout à l'heure s'il a un élément de réponse, mais on dira que l'État est à l'écoute. Vous avez observé justement qu'il y a un mandat qui a été délivré
au cabinet Mon Communicateur pour communiquer, organiser des salons comme celui-ci, multiplier les espaces d'échange, de communication avec le citoyen. C'est déjà un apport. Vous suivrez tout à l'heure la cérémonie de clôture avec les représentants du gouvernement qui reviendront sur la vision, celle de la communication des pouvoirs publics, qui s'inspire du message du chef de l'État. Faites mais montrez ce que vous êtes en train de faire. C'est un peu cela la logique. Mais pour répondre peut-être à la question, est-ce que le citoyen n'est pas seulement appelé à suivre, peut-être qui retrouve un peu le sens du débat d'aujourd'hui, quand on vous a écouté, est-ce qu'on n'attend pas seulement du citoyen qu'il subisse, alors que le citoyen attendait à avoir une grande partie qui consacrée aux actes, qui puisse agir lui aussi? Le citoyen naît au même moment que la démocratie représentative en Occident. Ça veut dire que le citoyen naît au moment où on pense qu'il serait nécessaire que des représentants soient désignés. Et dès que vous dites démocratie représentative, vous excluez le mandat impératif. Le citoyen a son mot à dire au début. Il a son mot à dire à la fin. Au début signifie que celui-ci va déjà désigner ceux qui vont gérer. À la fin, signifie que quand il va faire le bilan, il peut décider de ne pas vous reconduire. C'est déjà ça. Et ce n'est pas rien. C'est la première vertu du mandat représentatif. Mais au-delà de ceci, qui est ministre? Qui est président? Pensez-vous que le président de la République n'est pas un citoyen? Ou que le secrétaire général d'un ministère n'est pas un citoyen? Que celui qui devient professeur de lycée, que le taximène n'est pas un citoyen? C'est nous-mêmes, en nos qualités de citoyens, avec diverses casquettes, qui pilotons cet État. Donc ce serait exagéré que de dire que le citoyen n'a pas le droit de dire que le citoyen suit. Non, nous pensons que le citoyen peut-être suit, mais davantage aussi le citoyen dit. Et il y a des moments où le citoyen a même vocation à sanctionner. Mais maintenant, peut-être pour réagir à mon niveau à ce que notre architecte vient de présenter comme observation, ce que nous pouvons indiquer est qu'il y a ce qu'on appelle le principe de transparence. Mais c'est quoi la transparence? C'est faire savoir ce que nous faisons. Et je dois le dire, le principe de transparence est dans le code de bonne gouvernance. Le principe de transparence est dans le régime financier de l'État. Et c'est l'élément le plus important parce que dès qu'on parle de régime financier, c'est qu'on est en présence du moteur de l'État parce que sans fonds, l'État ne peut pas fonctionner. Et peut-être que c'est cela, la vertu, la vocation et la finalité du SAGO. Que les administrations essayent de répondre. Que les administrations essayent, je vois la vitrine du Cameroun, je vais plutôt dire la vitrine du gouvernement, que les administrations publiques essayent de faire savoir ce qu'elles font. À partir d'ici, je pense qu'il y a une évolution. Je pense qu'il y a des questions. Et si on était dans un cadre beaucoup plus politique, je vous aurais pris ce qu'on appelle les pétitions. Mais la pétition est reconnue dans l'ordonnancement juridique camerounais. Quelle est la possibilité qui vous est donnée de prendre attache avec un élu pour que ce dernier présente votre problème. Mais aussi, quand on vous dit dans notre décentralisation que vous avez la possibilité d'assister aux séances du conseil municipal, prenons seulement le conseil municipal. Vous serez peut-être spectateur, mais ceci peut vous permettre de prendre des initiatives pour le développement de votre collectivité territoriale décentralisée. Donnons-nous encore un peu de temps. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées a à peine 1 an et demi. Mais au-delà de ce peu de temps que je pense que nous devons nous accorder, il y a déjà des éléments d'évolution. Et ces éléments d'évolution démontrent que l'on construit quelque chose. On construit une nation et le citoyen a véritablement sa place dans notre stratégie nationale de développement. Prochaine question. Le micro à quel niveau? It's here. Ok, allez-y, monsieur. Good afternoon. Thank you very much for giving me the floor. Rodrigue Tamokong is my name. I'm a leader of a youth network, Mind Reformers Network Global.
it's a very, very good initiative, the government fair. I lead about 30 youth, and all of them, I made sure that they should attend this conference, and I made sure that they should visit all the stands at this fair. Now, I wish to find out from you, the simplest term, how do we define the national development strategy to a youth? Let's say a youth between 15 and 25. Because one thing I notice is when something is not well communicated, people, they don't see their role and they end up not doing anything about it. So I would like to have that clarification. Thank you very much. Oui, je peux y aller. Oui, j'ai essayé d'indiquer que dans Citoyen, il y avait une dimension participation aux activités politiques. Mais j'ai également évoqué le frein, qui était l'âge. Pour dire que le droit de vote au Cameroun, c'est 20 ans. Et dans tous les États organisés, il y a un âge. On ne va pas accepter qu'une personne qui n'est pas encore consciente de son choix aille se prononcer. Sinon, on va donner le droit de vote à des enfants de 8 ans qui ne savent même pas ce que c'est qu'un programme politique. Mais ceci ne signifie pas que les plus jeunes n'ont pas le droit de citer dans la stratégie nationale de développement. Parce que déjà, quand on convoque les plus anciens au patriotisme économique, les plus jeunes, quand ils vont à l'école, prenons l'école publique. Je ne sais pas combien on paye. Peut-être que c'est 7 000, peut-être que c'est 5 000. Il paraît même que c'est gratuit. Je laisse l'APE de côté. Il paraît que c'est gratuit, mais il faut bien rémunérer les enseignants. On rémunère les enseignants sur la base de l'impôt. Ce qui signifie que les plus jeunes sont déjà des réceptacles, des bénéficiaires de ces fonds, que ceux qui sont déjà considérés comme des contribuables actifs sont appelés à accepter, faire prélever dans leurs activités, que ce soit la rémunération, dans le salaire, que ce soit le chiffre d'affaires et autres. Donc voilà ça. Mais également, dès qu'on parle de patriotisme en évent économique et que l'on évoque dans le patriotisme le civisme, à ce moment, on peut regarder vers cette partie de la population camerounaise en leur disant d'être des gens exemplaires. Je le dis encore, la stratégie est aussi une interpellation. La stratégie, c'est un sens qui est donné que se sont donnés nos gouvernants, que nous devons suivre et nous y avons participé. Et ces plus jeunes devraient en bénéficier. Je ne vais pas prendre tous ces fléaux qui sont aujourd'hui des manifestations de l'incivisme chez les plus jeunes. Peut-être que je ne vais pas vous parler des stupéfiants où il y a quelque chose qui aujourd'hui défraie, en tout cas on parle de partous et tout, je ne sais pas ce que c'est, mais en général parfois c'est plus jeunes qui sont au lycée. Et déviance. Et donc c'est cette exemplarité qui est attendue de... Ne pensons pas que les plus jeunes sont lésés, de mon point de vue. Ils ont également leur place. Peut-être qu'il faut dire que nous avons le citoyen composante, les adultes, les jeunes, les plus jeunes, et nous avons en face l'administration. Et tous doivent essayer de se mettre ensemble. Je pense que c'est l'idée sous-jacente dans cette stratégie, se mettre ensemble pour construire un État. Et peut-être que si le monsieur avait participé à certaines conférences ici, notamment celles données par le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle, beaucoup d'autres éléments ont été donnés concernant justement la place du jeune dans cette vision SND 30. Il n'est pas tard pour avoir ces informations. Nous avons eu des garanties de ces différents départements ministériels qu'il est possible à tout moment, à travers des portails et autres, d'avoir toutes les informations et les données nécessaires qui entrent dans le cadre de l'encadrement du jeune. On va prendre une autre question. Oui, allez-y, madame. Je suis Thérèse Ingrid Benji. Je suis hélicicultrice. Vous êtes hélicicultrice. J'élève les escargots. Ah d'accord, vous élevez les escargots. Oui. Merci. C'est plus clair comme ça. On va prendre vos coordonnées tout à l'heure. On sera nombreux à prendre vos coordonnées. Allez-y pour la question.
Merci déjà, professeur, pour votre brillante présentation. J'ai une préoccupation. Vous avez dit le citoyen a autant de responsabilités que des droits et des devoirs. Le citoyen respecte l'ordre public. Le citoyen respecte les lois et règlements. Et moi, je voudrais savoir, vous avez répondu d'ailleurs à ma première préoccupation, c'est de savoir, parce que je voulais demander, est-ce que tout le monde est citoyen? Et vous avez dit, oui, tout le monde est citoyen, que ce soit le président de la République, ministre, directeur, et tout le monde est citoyen. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est, est-ce qu'il y a une limite à la citoyenneté pour une catégorie de personnes ou pour une classe sociale précise? Quand on sait que, vous avez d'ailleurs pris le cas de, vous avez fait un parallèle entre la citoyenneté, le patriotisme et la nationalité qui est un état d'esprit. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une limite à la citoyenneté? Juste merci. Pour prendre le cas de l'incident qui s'est produit dernièrement, le jour même de la Stabaski, entre un parlementaire et des agents de la police. Merci. Est-ce que la citoyenneté a des limites? C'est aussi ça l'esprit de ces échanges, même si vous êtes appelé à vous répéter, n'hésitez pas, professeur. Oui, est-ce que la citoyenneté a des limites? Nous sommes tous égaux. Ça, c'est le principe. Nous sommes tous égaux, c'est le principe. Et les juristes savent que dès que vous évoquez un principe, il y a un agencement qui est de dire que nous mettons d'un côté les règles et de l'autre côté les exceptions. Je préfère parler des dérogations. Et les dérogations sont temporaires et souvent justifiées. Temporaires parce que peut-être vous avez un mandat. Il n'y a pas de mandat à vie en démocratie. Vous devez le renouveler. Donc il y a cet élément temporaire et il y a l'élément de justification. Ceux qui ont conçu la démocratie, ce n'est pas nous. Les pères fondateurs de la démocratie ont pensé que les porteurs de mandat et ceux qui exercent certaines fonctions considérées comme étant délicates devaient bénéficier de plus d'attention, c'est-à-dire de privilèges qui peuvent être des inviolabilités ou des immunités. Mais ceci ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. On peut ne pas rendre compte là, mais rendre compte après le mandat. Je pense que la dame qui a posé la question me comprend. C'est dire qu'au final, on demeure citoyen. On demeure citoyen. Et moi, je l'ai dit, il faut peut-être d'abord prendre la dimension incantatoire de citoyen. Cette dimension incantatoire qui fait que par redondance, on dira qu'un citoyen exemplaire pour dire que le citoyen est exemplaire. Bon, maintenant également, dans peut-être des éléments de compréhension, le citoyen est un homme. Et un homme est, comme on dit souvent, un animal qui a juste la réflexion en plus. Et à certains moments, il peut y avoir des écarts. Maintenant, la société doit être appelée à juger ces gens qui font preuve d'écart. Mais peut-être le citoyen, de mon point de vue, c'est celui qui a le moins d'écart possible par rapport à la norme, par rapport aux lois et aux règlements. Donc, je préfère vous dire qu'il n'y a pas de limite. Et quand vous regardez la stratégie nationale de développement, là-bas, on ne fait pas de classe. On ne fait pas de classe. Quand on dit patriotisme, quand on dit solidarité, quand on dit méritocratie, on s'agresse à tous les Camerounais. Donc là-bas, on n'a pas essayé de mettre un plafond en disant ceux qui occupent telle catégorie dans la société sont exonérés de ces prescriptions. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Allez-y, puisque vous avez le micro. D'accord, merci. Je remercie le professeur qui a bien voulu prendre de son temps pour partager son savoir avec nous. Et ma question va sur la question de gouvernance. Je reviens pas sur la citoyenneté, j'avais d'autres questions là, je préfère aller à la gouvernance. Le professeur a dit que, pardon, je ne me suis pas présenté, merci de me l'avoir rappelé, je suis Isaac Minier. Je suis un spécialiste des questions de la qualité, de l'environnement et de la sécurité au travail. Et donc, ma question est sur la gouvernance. Le professeur nous a dit qu'en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise gouvernance. Quand il y a gouvernance, elle est bonne. Est-ce que ça ne va pas un peu en contradiction avec le principe de l'élection? Parce que je pense que l'élection a pour objectif de confirmer à leur poste les bons gouvernants
et de mettre de côté les mauvais gouvernants. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là quand on veut bâtir une nation sur un document aussi bon que le SND 30? Merci. Passez le micro ici devant, s'il vous plaît, à la dame en casquette qui lève le doigt depuis un bon bout. Donnez le micro. Permettez que le micro avance. Voilà. Allez-y. Bonjour à tous et c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'exposé que vous avez eu à faire. C'était tellement clair, précis et très compréhensible. Je suis Madame Jessica Mani, présidente du club Dias Invest 237, qui est le club des entrepreneurs camerounais de la diaspora. Alors, vous avez dit que les citoyens ont deux visages, les acteurs et les porteurs de responsabilités. Nous, de la diaspora, nous souffrons. Aujourd'hui, on parle depuis, je crois, 2018, de la diaspora positive et de la diaspora négative. Celle que nous considérons comme diaspora négative, moi j'aime toujours dire qu'ils représentent 0,000 quelque chose, donc ça veut dire rien. Mais ces Camerounais qu'aujourd'hui tout le monde considère comme étant de la diaspora négative sont beaucoup plus médiatisés, beaucoup plus écoutés que nous autres de la diaspora qui essayons de faire quelque chose. Donc, j'aimerais savoir, ces Camerounais-là, qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être mal placés, qui s'expriment de manière très maladroite, je peux dire... je ne sais pas, qui ne savent pas quels sont leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne le Cameroun. Alors, est-ce que, comment, dans cette stratégie-là, on peut faire en sorte qu'on puisse vraiment nous mettre, nous, qui essayons de faire quelque chose au niveau du Cameroun, nous qui essayons de venir contribuer au développement du Cameroun, qu'on essaye aussi de nous rendre visibles. Aujourd'hui, nous sommes au SAGO. On est presque passé inaperçu, n'eût été qu'on ait insisté de gauche à droite. Donc, nous existons aussi, nous sommes de la diaspora positive, nous sommes des citoyens, nous respectons les lois. Même quand on arrive ici, on paye nos impôts. Nous sommes des acteurs économiques, nous existons. Alors, cette diaspora-là, qui est plus visible que nous autres, on les place où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on leur fait comprendre quels sont leurs droits et leurs devoirs? Est-ce qu'ils sont punis? Est-ce que qu'est-ce qui est fait? Parce qu'ils braillent partout, mais c'est nous qui subissons. Merci madame. Et nous remercions l'OSAGO qui a offert des espaces à ces Camerounais de la diaspora que vous considérez comme positifs. On vous a vu sur le terrain rencontrer les responsables et participer à ces différentes conférences. Revenez toujours, la question est celle de la promotion des modèles qui se cachent derrière cette question. Et vous avez la première. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au niveau des élections entre bonne et mauvaise gouvernance, parce qu'ils considèrent que l'élection est faite pour sanctionner les mauvais gouvernants? Oui, peut-être je vais commencer par l'interpellation de Madame Mani et dire mon approche personnelle. C'est que les Camerounais aiment faire des Camerounais parmi les Camerounais. Nous avons plus de 360 arrondissements. Et ça renvoie en réalité à une pluralité de tribus en général. Nous avons aujourd'hui 2 langues officielles. C'est quelque chose. Le français et l'anglais. Nous avons aujourd'hui des musulmans, des pentecôtistes, des presbytériens, des catholiques. Et on est venu avec ce fétichisme de diaspora. On est encore venu dire qu'il y a maintenant les Camerounais de l'intérieur et les Camerounais de l'extérieur. Et maintenant, on nous impose les Camerounais de l'extérieur positifs et les Camerounais de l'extérieur négatifs. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à fractionner le peuple camerounais? De mon point de vue,
Et ça, c'est le droit. Un Camerounais de l'extérieur a autant de droits qu'un Camerounais de l'intérieur. Donc, le distinguo qui est effectué est parfois hasardeux et parfois inapproprié juridiquement. Mais maintenant, on peut aussi se dire, et cela pourrait être un élément que nous devrions encore démontrer, que celui de l'extérieur a peut-être une plus-value, il apporte, ou alors il est dans une situation singulière qui impose un aménagement spécial. C'est pour cela qu'il y a eu cette extension du droit de vote. Mais bon, vous parlez, Madame Mani, moi je me demande, est-ce que c'est des Camerounais d'abord? Ça aussi c'est une question. Parce que vous affirmez que vous êtes camerounaise, vous avez la nationalité camerounaise. Ce n'est pas parce qu'un monsieur s'appelle Ibrahim, il s'appelle Aban ou il s'appelle Kamga qu'il est forcément encore camerounais. Il peut ne plus être camerounais, puisqu'il y a des gens qui ne sont même pas camerounais, mais qui participent à ces mouvements. Donc, il faut voir ça. Le droit prévoit quand même des mécanismes judiciaires consistant à réprimer de tels agissements. Mais je ne voudrais pas peut-être aussi que l'on fasse une fixation sur cette prétendue diaspora négative. Parce que même au Cameroun, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais que dans le citoyen, il y a l'idée de liberté. Et cette idée de liberté me permet de m'entretenir avec M. Minier et dire que c'est cette liberté qui va accompagner les gouvernants. Mais quand on dit gouverner, ça signifie gérer les affaires publiques. Et quand vous gérez les affaires publiques et qu'on dit gouvernance, il y a, je le dis encore, une appréciation améliorative, mais surtout une appréciation positive, de sorte que dès que l'on parle de gouvernance, on ne devrait normalement plus dire bonne gouvernance, parce que toute gouvernance, du moment qu'elle est avérée comme étant de la gouvernance, est naturellement bonne. Et là, on n'a pas besoin de sanctionner. Mais ceci signifie aussi, quand je dis le citoyen interpelle l'exemplarité, que nous avons des citoyens qui, malheureusement, tout en étant citoyens, ne sont pas exemplaires. Et donc, nous aurons des gouvernants. Ça existe au Cameroun, mais ça existe également en France ou aux États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas exemplaires et qui, à l'occasion d'élections, que ce soit des députés ou ça peut arriver pour le président de la République, des sénateurs, des élus locaux, se verront ou se voient sanctionnés par les électeurs. Donc, rien n'est figé à ce niveau, mais il faut bien le dire, quand on est puriste, gouvernance signifie déjà bonne gouvernance. Merci beaucoup, professeur. Nous allons malheureusement mettre un terme à ces échanges, puisqu'on vous l'a dit, ces conférences sont calquées sur le modèle d'un plateau d'une émission télé. Madame, dans votre question, il y avait cette couverture des événements de cette diaspora dite négative. Ce que vous avez dit a été noté tout à l'heure par monsieur le directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication, qui est avec nous. Il a pris note. Il sait ce qu'il observe à partir de son bureau, puisqu'il voit tout ce qui est fait dans les médias. Nous avons vu monsieur le sous-préfet vouloir réagir tout à l'heure sur les questions de citoyenneté, de civisme et autres. Nous rappelons monsieur le sous-préfet qui n'a pas interdit de réagir pendant ces conférences. Hein. Vous voulez le micro, vous le prenez, mais au moins vous avez été d'accord avec monsieur le professeur Aban tout à l'heure dans le cadre de son exposé. C'était la dernière conférence de cette 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale qui nous a permis de découvrir pleinement la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous ses aspects. Nous disons merci à tous les acteurs, tous les intervenants et le public qui n'a pas manqué d'être présent chaque fois qu'il était appelé à participer à ces différentes conférences. Merci beaucoup, professeur, pour cette contribution. Merci aux équipes de production de la CRTV, les différents partenaires, producteurs privés, les chaînes partenaires également, qui ont accompagné ces conférences du SAGO.